Vendredi 30 septembre 2011, bienvenue dans la revue de presse de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Aujourd'hui, vos quotidiens reviennent massivement sur la prolongation de la grève votée par les salariés de Lyondelles-Basel-Habert qui ont décidé de poursuivre leur mouvement pour 24 heures. Vous trouverez ceci dans le cahier Région de la Provence en page 2 en chiffres romains, dans la Marseillaise en page 3, Direct Marseille en page 4, 20 minutes en page 3 et Le Marin en page 8. La Marseillaise en page 2 produit aujourd'hui un article de fond sur le secteur du raffinage qui semble faire écho à l'article paru dans l'antenne d'hier, avec évidemment un angle un peu différent. Le quotidien prend lui l'angle du manque d'investissement dans l'outil industriel depuis 30 ans qui provoque son inadaptation au marché. Comme annoncé hier, les raffineries françaises produisent plus d'essence que ce que le marché peut en absorber, alors qu'elles ne produisent pas assez de gasoil, alors que la demande du parc automobile et autoroutier et routier est de 80% par rapport à la consommation d'essence. La Marseillaise évoque aussi le fait que les compagnies pétrolières décident, selon le quotidien, d'implanter les raffineries de façon à être plus proches des lieux de production et cite l'exemple de la raffinerie de Dubaï en Arabie Saoudite en disant que cette raffinerie bénéficie d'un équipement moderne qui lui permet d'adapter son ratio de production essence-gasoil en fonction de la demande. Le Marin revient aussi sur la fermeture annoncée de la raffinerie Lyondelles-Habert et le place dans la perspective plus générale du secteur en disant que cette fermeture sur laquelle l'industriel travaille vient faire suite à celle de la fermeture de la raffinerie de Total de Dunkerque, puis à celle de Reichstätt en Alsace. Le Marin complète aussi les informations en disant que la fermeture de la raffinerie de Lyondelles provoquera une baisse des trafics de brut de 4 millions de tonnes pour le GPMM à l'année. Le Marin produit aussi une carte des pipes et des raffineries qui est intéressante, qui pourra faire référence par la suite, et revient un petit peu sur l'historique de Lyondelles du raffinage en France. Le Marin rappelle que le raffinage n'est pas le métier de base de Lyondelles, ce qui a conduit l'industriel à ne pas investir dans son outil, contrairement à Ineos, Total ou Esso, qui eux investissent en continu dans leur propre outil de raffinage. Le Marin revient sur l'histoire de la raffinerie de Berre, qui faisait partie des 3 raffineries vendues par Shell en 2008. Et de ces 3 raffineries, il ne reste que celle de Petroplus à Petit-Couronne encore en activité. Et d'une façon générale, le Marin indique que ces fermetures des raffineries françaises s'inscrivent dans une tendance de fond liée à la crise du raffinage. Indique que ConocoPhillips a décidé de placer sa raffinerie de Philadelphie sous caution pendant 6 mois et de chercher un repreneur, et a annoncé d'ores et déjà qu'il la fermerait s'il n'en trouvait pas un. Sunoco, qui est son voisin sur le site, a décidé de faire de même. Le Marin rappelle aussi que Petroplus a déjà fermé sa raffinerie de Teesside dans le nord de l'Angleterre en 2009 et que Shell a pour projet de fermer celle de Harbour, près de Hambourg, s'il ne trouve pas un repreneur. La Chambre de commerce, par la voix de Jacques Pfister, intervient bien entendu sur ce dossier. Jacques Pfister, dans son interview à la Provence en page 8 et à la Marseillaise en page 4, rappelle qu'il souhaite la création d'une métropole et surtout que les collectivités et le monde économique et le monde politique se mettent autour de la table pour définir une vision à 20 ans de la zone de l'étang de Berre. Il rappelle que le plan directeur économique pour le territoire est une priorité du club Top 20 et évoque un projet qui est dans les cartons, dit MEDMA, qui serait une sorte de salon nautique permanent, tout en précisant qu'évidemment ce projet ne vise pas à transférer les emplois des employés de la raffinerie ou des raffineries vers ce salon nautique qui serait permanent. Au chapitre de l'actualité des compagnies maintenant, Econostrum et le JMM annoncent que ZIM et Cosmed stoppent leur service Tyrrhenian Container Line opéré depuis 2008 à Fos et que le Helena Seaboom du 4 octobre sera la dernière escale de ce service au terminal Seayard. ZIM et Cosmed ont décidé désormais de slotter sur les navires de Cosirma qui a repris l'activité d'Agrexco et qui escale à 7. De ce fait, les deux armements laissent la voie libre à Borchardt pour sa liaison conteneur Haïfa, Ashdod, Alexandrie, Marseille. Le Marin revient sur la livraison du Bourbon Front, qui est, comme annoncé hier, un nouveau navire supply
pour plateforme pétrolière, qui est le produit d'une série de 4 qui seront livrés prochainement à la compagnie. Il rappelle que c'est un navire de type X-Bow avec étrave inversée et qu'il a été conçu par Ulstein. Et rappelle aussi ses particularités qui ne figuraient pas dans l'article d'hier, à savoir qu'il est doté de 8 gros réservoirs très polyvalents qui permettent de stocker des vracs liquides et des vracs solides, qu'il est aussi équipé d'un système d'échappement humide qui est placé juste au-dessus de la ligne de flottaison, qui de ce fait qu'il n'a pas de cheminée et qui permet de la passerelle une vision à 360 degrés. Le marin en page 11 revient sur la livraison des 2 portiques Reggiane à Sea Yard qui sont arrivés le jeudi 22. A noter aussi l'intervention de Raymond Vidil dans la Provence, qui ne concerne pas directement notre secteur, mais le fait qu'il a participé à la création du comité d'orientation de la Maison de l'Emploi. Nous rappelons au passage que Raymond Vidil préside la commission des affaires sociales d'Armateurs de France, ce qui lui donne une certaine légitimité bien évidemment sur ces dossiers. L'antenne fait sa couverture aujourd'hui sur la contractualisation inévitable, selon Philippe Bonnevie, délégué général de la UTF, entre les chargeurs et les compagnies maritimes dans le cadre des nouvelles règles qui s'installent dans le transport maritime international. Philippe Bonnevie rappelle que désormais dans le contrat de transport, toutes les clauses seront négociables, en tout cas lorsque les règles de Rotterdam seront en vigueur, sauf évidemment celles qui sont incluses dans les conventions internationales. Il répète aussi qu'il n'est pas convaincu par les règles de Rotterdam, qui doivent remplacer, lorsqu'elles seront ratifiées, les règles de la FSB. Il rappelle aussi le point de vue de la UTF sur ces nouvelles règles, qu'il considère comme étant plus favorables aux armateurs, point de vue qui est totalement opposé de celui des armateurs chinois, qui avait été exposé lors du colloque sur les règles de Rotterdam à l'IMTM en mai dernier. Les armateurs chinois, eux, considèrent en effet que les gros chargeurs américains, tels Walmart par exemple, auront davantage les coups des franges pour leur imposer des conditions qui leur seront défavorables au contrat de transport. Le Marin publie aujourd'hui une double page sur l'ENSM avec une interview d'Audrey Blier, qui est le premier président de l'École nationale supérieure maritime. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt en attendant une éventuelle annonce sur la localisation du futur siège, que je n'y ai pas trouvé. Enfin, une fois n'est pas coutume, une page culture avec la publication d'un livre intitulé « Un destin maritime, la famille Terrain », récit d'un siècle d'activité en Méditerranée aux éditions REF 2C. Ça constitue le premier volume d'une collection intitulée Mémoire d'entrepreneur qui vise à aborder l'histoire économique à partir de ses acteurs. Et pour finir, l'actualité législative et réglementaire, rien n'est paru au JORF de ce jour. En espérant vous avoir informé, à demain.